Bono. Merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est un amendement de suppression de cet article. Nous nous opposons à l'exception que vous voulez introduire relative à l'irresponsabilité pénale. Nous suivons en cela l'avis de l'ensemble des spécialistes et juristes et experts qui ont pu être auditionnés, que ce soit sur la mission d'information Flash, mais également au cours des travaux et des longs travaux menés par la mission de nos anciens collègues Grimbourg et Houillon, et qui a été remis d'ailleurs à l'actuel garde des Sceaux en avril dernier. Je voulais rappeler encore une fois la conclusion sans ambiguïté qui avait été faite dans ce rapport, indiquant pourquoi il était inutile de modifier le droit en vigueur actuellement. Je cite: au terme des auditions, la mission considère qu'au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l'exclusion du bénéfice de l'article 122-1 pour des actes commis suite à des consommations de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatif à l'élément intentionnel. Il en serait de même pour les arrêts par les personnes atteintes de troubles mentaux de leur traitement psychotrope sans autorisation médicale. Et parmi les obstacles juridiques insurmontables à exclure de la prise des substances psychoactives, on trouvait les principes conventionnels qui interdisent de juger une personne dont le discernement est aboli. Par ailleurs, cela a été dit et redit, les cas que vous souhaitez traiter pour cet article 1 sont déjà en vérité traités par la jurisprudence, et la caractéristique particulière de la responsabilité pénale appliquée dans le droit actuellement étant particulièrement minime par rapport aux prévenus sur ces questions-là, il n'est pas utile de créer cette exception qui, encore une fois, de notre point de vue, ouvre une brèche et sert véritablement de prétexte pour justifier en fait l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité pénale. Et ça nous semble extrêmement problématique. Merci Madame la Présidente. Alors, il se trouve que j'ai suivi de très près les auditions de la mission Flash et d'un petit peu moins près, mais tout de même, de ce projet de loi. Et donc, je me suis aussi formée à une question sur lesquelles, n'étant pas juriste ni magistrat de profession, j'étais peu habituée et qui pose un certain nombre de questions légitimes. Donc, je m'appuie là, en partie et en grande partie, sur y compris les témoignages entendus dans ces auditions et ce que je considère être voilà, une grande majorité, je n'ai pas dit la totalité, mais de ce qui sort être le consensus tout de même sur ces questions-là. Il n'y avait pas d'exception dans le rapport de nos collègues qui portait sur cette question de l'irresponsabilité pénale. Et je me rappelle d'ailleurs lors de l'audition où M. Grimbourg et Houillon avaient fini par concéder sous votre demande express à dire si vraiment vous voulez trouver quelque chose, c'est-à-dire pour justifier votre texte, en vérité, voilà ce que vous pourriez faire. Mais en vérité, ce n'est pas nécessaire. Donc, de notre point de vue, non seulement dans le droit actuel, de fait, ce que vous proposez de mettre dans la loi est déjà traité, mais c'est surtout que c'est un prétexte pour justifier ce qui est en vérité, et ça aussi je reprends les propos entendus en commission, qui est une commande politique. Et de notre point de vue, ce n'est pas le rôle aujourd'hui ni de notre commission des lois, certainement sur un sujet aussi sensible et délicat, de faire ça de manière flash, simplement en réaction pour justifier une commande politique. Voilà le sens politique générale et particulièrement sur le sujet qui nous occupe de notre demande de suppression, qui est très fondée de notre point de vue et à l'appui de la majorité, d'une grande majorité et d'un long consensus qui existe dans le champ. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement de cohérence avec notre demande de suppression des articles précédents. Donc nous proposons cette suppression de l'article 3. Je voulais revenir sur deux points, parce que c'est vrai que dans le débat qui nous occupe, il est beaucoup question de cette formule qui a beaucoup été repris de part et d'autre sur l'idée qu'on ne jugeait pas les fous. Et en fait, je crois que ce terme-là
ne permet pas de cerner, à mon sens, quel est l'enjeu. Parce qu'en vérité, d'abord, il ne s'agit pas de folie, mais en fait, on juge déjà des personnes qu'on considère dans le langage courant comme étant folles. La question, c'est celle de que l'on soit fou avant, pendant ou après, c'est de l'abolition du discernement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ces articles-là, encore une fois, ne répondent pas à des trous dans la raquette qui existeraient dans la loi, mais en fait prétendent, et le propos du ministre tout à l'heure l'illustrait, prétendrait répondre en fait aux trous qui existent de fait dans la matière de la santé mentale, parce que c'est une matière très complexe. Et ça a été dit, la loi est censée déterminer à quel moment les facteurs sont endogènes ou exogènes, et ce qui est, de notre point de vue, une erreur en vérité, parce que ce que même les experts sur le sujet ne sont pas en capacité de faire, parce que c'est complexe, vous prétendez pouvoir le faire. Par ailleurs, je voulais aussi répondre rapidement, dans le temps qui reste, sur l'argument selon lequel on ne proposerait rien. Alors, il n'y a pas que nous, désormais, d'autres aussi, et qui, en fait, se base sur l'idée qu'à partir du moment où ce n'est pas ce que vous faites, ça n'existe pas, il n'y a rien. Et pourtant, nous avons proposé des amendements, une série d'amendements qui ont été jugés irrecevables, mais nous allons à nouveau en séance en proposer. Et par ailleurs, et je l'avais dit dans mon intervention liminaire, il y a des propositions que nous allons réécrire et porter, qui ont été faites dans l'ensemble des rapports sur le sujet, sur l'augmentation des indemnités et la fin de la forfaitisation pour les psychiatres, ce qui n'est pas exactement la mesure portée par le ministre, sur l'introduction d'une véritable spécialisation en psychiatrie et en psychologie clinique, sur la participation des psychologues aux expertises pré-sententielles, sur l'internement des personnes en hôpital psychiatrique dès qu'une expertise met en lumière des troubles tels qu'ils s'opposent à une incarcération. Bref, les propositions existent effectivement pour répondre à des situations très complexes, très particulières. Par contre, vous les avez refusées, balayées d'une revers de main. Comme... Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais réintervenir de manière générale parce que je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Je le redis, moi j'ai assisté aux auditions, on a assisté aux mêmes auditions, alors peut-être qu'on n'a pas la même interprétation, mais je ne peux pas ne pas réagir quand ce que vous dites, ou moi ce que je comprends de ce que vous dites, vous insinuez, Madame la rapporteure, ce serait qu'il y aurait aujourd'hui un consensus ou une majorité de l'ensemble des acteurs du champ de la justice pénale pour dire que la loi actuelle pose des difficultés et qu'il faut la changer. Eh bien, écoutez, moi, j'ai assisté à ces auditions, à celles sur le projet de loi. Je le redis, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai. Et ce n'est pas simplement votre mission d'information qui le dit, c'est le rapport commandité par ce gouvernement et qui a eu ces conclusions. Par ailleurs, je voulais revenir sur la question de la difficulté qui est posée. Oui, il y a des difficultés qui sont posées. Mais ce n'est pas... Moi, je ne considère pas, y compris l'état actuel du droit, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de honte à faire des lois de circonstance, y compris sur cette matière-là. Je pense que les dispositifs sur l'aménagement judiciaire pour permettre aux victimes et aux familles d'avoir une procédure judiciaire et qu'il n'y ait pas simplement un non-lieu, qui ont été introduits suite à une affaire... à une décision d'irresponsabilité pénale par le gouvernement Sarkozy, ce n'est pas de nos amis politiques. Je pense que c'était quelque chose de positif, justement, par rapport à la réalité de la situation des familles et les demandes, en fait, de justice. Je pense que c'était une avancée. Ce que nous disons là, c'est que dans la circonstance actuelle qui prévaut à la raison pour laquelle vous voulez faire cette loi, c'est une erreur. Voilà ce que nous disons. Et d'autant plus que vous ne répondez pas, de mon point de vue, à ce que tous les experts, tous les professionnels ont pointé comme étant la véritable difficulté. Ce n'est pas le droit actuel, et y compris les arrêts des cours de cassation ne posaient pas le droit en tant que tel. Ils disaient qu'ils appliquaient le droit. Ils ne disaient pas qu'il y avait un problème. Le problème vient de la matière de la santé mentale et des pathologies mentales qui sont complexes. Et là-dessus, votre texte n'y répond absolument pas. Je le redis, personne ne débarque au dernier moment. Et par ailleurs, je tiens à rappeler quand même que, monsieur le ministre, vous avez peut-être beaucoup travaillé, mais je crois que votre prédécesseur aussi avait beaucoup travaillé sur le sujet, puisqu'elle avait commandité un travail là-dessus. Donc, véritablement, on a des désaccords, et nous assumons d'être en désaccord avec le projet de loi pour des raisons fondées, et que nous avons
et que nous allons continuer à expliciter, notamment sur votre interprétation, parce que c'est une interprétation, je vous ai entendu parler du désarroi, en gros, des magistrats, des juges, votre interprétation de l'arrêt d'avril 2021, au motif que, en fait, voilà, les juges de la justice demanderaient justement à régler des trous dans la raquette. Je contredis et je réfute cette interprétation, parce que les juges, de mon point de vue, n'ont pas demandé à une évolution du droit, et déploré qu'ils ne pouvaient faire autrement, mais ils ont simplement rappelé le fait qu'ils ne faisaient qu'appliquer le droit en vigueur. Je redis que je crois que la problématique ici, ce n'est pas le droit, c'est la matière même qui est concernée. C'est la matière même du trouble mental et des troubles psychiatriques liés à cette matière. Et de fait, elle est complexe. Et rien dans ce que vous faites là ne facilitera et ne clarifiera la complexité de cette matière. Par contre, ce qui est sûr, et ça, à un moment donné, il faut l'assumer, vous remettez en cause un principe du droit. Vous remettez en cause le principe de la responsabilité en disant qu'en fait, il faut se poser la question pour déterminer l'irresponsabilité de l'état de la personne antérieure, alors que le principe de l'irresponsabilité, c'était au moment de l'acte, que l'acte est commis. Donc, vous remettez en cause à un moment donné, oui, c'est pas le même acte, mais il y a un lien de cause à effet que vous faites. Et par ailleurs, je récuse aussi des choses que j'ai entendues, sur l'idée, alors peut-être que ce n'est pas ce que vous vouliez dire, Madame la rapporteure, mais l'idée qu'en fait, on ne ferait rien. À partir du moment où on parle d'irresponsabilité pénale, il n'y aurait aucune procédure. Comme si les personnes qui sont par ailleurs reconnues coupables, il y a une culpabilité qui est avérée, n'étaient pas sanctionnées, n'avaient pas des privations de liberté, y compris à perpétuité. Là aussi, c'est faux et je le récuse et j'assume de le récuser. Très bien. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement de cohérence avec notre demande de suppression des articles précédents. Nous proposons cette suppression de l'article 3. Je voulais revenir sur deux points, parce que c'est vrai que dans le débat qui nous occupe, il est beaucoup question de cette formule qui a beaucoup été repris de part et d'autre sur l'idée qu'on ne jugeait pas les fous. Et en fait, je crois que ce terme-là ne permet pas de cerner, à mon sens, quel est l'enjeu. Parce qu'en vérité, d'abord, il ne s'agit pas de folie, mais en fait, on juge déjà des personnes qu'on considère dans le langage courant comme étant folles. La question, c'est celle que l'on soit fou avant, pendant ou après, c'est de l'abolition du discernement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ces articles-là, encore une fois, ne répondent pas à des trous dans la raquette qui existeraient dans la loi, mais en fait prétendent, et le propos du ministre tout à l'heure l'illustrait, prétendrait répondre en fait aux trous qui existent de fait dans la matière de la santé mentale, parce que c'est une matière très complexe. Et ça a été dit, la loi est censée déterminer à quel moment les facteurs sont endogènes ou exogènes, et ce qui est, de notre point de vue, une erreur en vérité, parce que ce que même les experts sur le sujet ne sont pas en capacité de faire, parce que c'est complexe, vous prétendez pouvoir le faire. Par ailleurs, je voulais aussi répondre rapidement dans le temps qui reste sur l'argument selon lequel on ne proposerait rien. Alors, il n'y a pas que nous désormais, d'autres aussi, et qui en fait se base sur l'idée qu'à partir du moment où ce n'est pas ce que vous faites, ça n'existe pas, il n'y a rien. Et pourtant, nous avons proposé des amendements, une série d'amendements qui ont été jugés irrecevables, mais nous allons à nouveau en séance en proposer. Et par ailleurs, et je l'avais dit dans mon intervention liminaire, il y a des propositions que nous allons réécrire et porter, qui ont été faites dans l'ensemble des rapports sur le sujet, sur l'augmentation des indemnités et la fin de la forfaitisation pour les psychiatres, ce qui n'est pas exactement la mesure portée par le ministre, sur l'introduction d'une véritable spécialisation en psychiatrie et en psychologie clinique, sur la participation des psychologues aux expertises pré-sententielles, sur l'internement des personnes en hôpital psychiatrique dès qu'une expertise met en lumière des troubles tels qu'ils s'opposent à une incarcération. Bref, les propositions existent effectivement pour répondre à des situations très complexes, très particulières. Par contre, vous les avez refusées, balayées d'une revers de main. Oui, en effet, moi je pense que ces amendements ont toute leur place parce qu'effectivement, ils s'inscrivent dans les recommandations du rapport qui portait précisément sur le sujet de l'irresponsabilité pénale. Donc, ça s'inscrivait clairement, de mon point de vue,
dans ce contexte-là. Et puis, je crois qu'il est très problématique de distribuer un peu les bons et les mauvais points du point de vue du gouvernement de qui est un bon député ou qui ne l'est pas. Parce que nous avions proposé des amendements de proposition qui ont été jugés irrecevables, que nous allons réécrire, et nous allons, y compris, nous appuyer sur le travail de notre collègue Günther Meyer, que nous remercions pour le coup, qui a réussi à passer les fourches codines de l'irrecevabilité pour pouvoir les déposer en séance. Parce qu'il nous semble que le problème fondamental, et c'est ce qu'on dit, pas simplement le rapport en question, mais les auditions que vous-même, Madame la rapporteure, avez menées sur ce texte-là, pas sur un autre sujet, sur ce texte-là, sur la mission d'information, c'est qu'il met en place des dispositifs que tout le monde, dont une majorité de tous les experts à tous les niveaux, et pas juste Daniel Obono, disent qu'il ne faut pas toucher au texte actuel. Et par contre, rien ne porte sur les sujets qu'une majorité de ces spécialistes experts professionnels pointent comme un problème, non pas juste de la santé mentale, parce que, et par ailleurs, on en discutera en séance et dans les débats sur les états généraux de la santé mentale, qui ne se résument pas à la psychiatrie, ni à la question de la psychiatrie en prison, etc. Mais c'est des questions de justice et des décisions de justice qui sont ensuite dans l'impossibilité d'être appliquées parce que les moyens, parce que la formation, parce que... Excusez-moi, monsieur le ministre, si ça vous dérange d'écouter les débats parlementaires, vous pouvez vous en aller aussi. Hein. D'accord ? Très bien. Donc, non, mais je vous propose de vous en aller, puisque vous n'arrêtez pas de râler et d'interrompre mon intervention. Ce sur quoi vous passez votre temps à nous interpeller. Et donc, je vous propose de rentrer, vous coucher, de prendre une camomille. Bon, Madame Obono, ne soyez pas insolente, s'il vous plaît. Vous avez écoulé... Peut-être pour le ministre, juste... le ministre fait une intervention dont je ne comprends pas très bien le sens, puisqu'il prétend, étant en poste depuis, quoi, un an et demi, peut-être pour plus très longtemps d'ailleurs, mais avoir pour le coup le monopole de la connaissance d'un sujet... Mais... Merci collègue, franchement, c'est venant de vous, c'est... Je voulais juste rappeler, il se trouve que, non, il n'a pas raison, collègue Mouchou, excusez-moi. Je crois que l'intervention de mon... Mais collègue, c'est le sujet, collègue. Oui, c'est le sujet. Non, mais vous n'avez pas demandé au ministre de se calmer, je ne vois pas pourquoi vous le faites pour notre collègue. Un peu de... Vous pourriez répondre et parler de l'amendement plutôt que de vous parler entre vous. Non, donc, est-ce que vous avez demandé la parole en réponse au ministre. Donc, merci de répondre au ministre, s'il vous plaît, ou de répondre sur le fond de l'amendement. Je vais le faire, Madame la Présidente, puisque c'est un amendement que nous déposons depuis 4 ans sur ces sujets, que je suis moi-même députée du 18e arrondissement, que je vis au quotidien la réalité des familles, des parents qui sont victimes, y compris de ces enfants. Je connais ce dossier pour avoir suivi les travaux de nos collègues Eliaoui et Samia sur ce sujet. Je connais ce dossier pour participer à la mission d'enquête parlementaire qui porte sur ce sujet. Et donc, oui, je trouve les propos du ministre déplacés, pour le moins qu'on dire. Ce que nous disons, ce n'est pas que vous n'avez pas d'humanité. Et je pense qu'on a suffisamment travaillé sur ces sujets avec l'ensemble des collègues de La République En Marche ou des Républicains ou d'autres, pour ne pas se faire ce genre de procès. Ce n'est pas notre propos et ce n'a jamais été. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une logique dans les propositions que vous faites qui, de notre point de vue, va dans le mauvais sens. Parce que l'angle qui est choisi pour répondre à un problème réel mène à développer une logique sécuritaire. La logique sécuritaire, elle peut être nécessaire, effectivement, même pour des enfants, même pour des mineurs. Mais de notre point de vue, l'empilement de l'ensemble des mesures crée un cadre qui va à l'encontre de notre point de vue, de ce qui devrait être fondamental, même pour les enfants mineurs délinquants, c'est la protection de ces enfants. Parce qu'ils sont d'abord, même délinquants, même en conflit avec la loi, ils sont d'abord des enfants. C'est ça la logique. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux du propos qui a été tenu. Ce n'est pas une rivalité et certainement pas qui propose et qui ne propose pas. Parce que ça, c'est insupportable. En tant que député, depuis 4 ans, on n'est pas en accord, mais les propositions, on les a faites. Vous n'êtes pas d'accord avec ces propositions, d'accord. Merci, mais Madame nous insulter, parce que c'est une insulte de considérer qu'on ne propose rien, ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Monsieur Terlier. Madame Obono.
Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'une demande de suppression de cet article 16 qui permet de procéder, malgré le refus de la personne concernée, à un relevé de ses empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie lorsque cette personne est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement, 5 ans pour les mineurs. Nous considérons et dans la logique des amendements que nous avons déposés précédemment, en s'appuyant par ailleurs sur le propre exposé des motifs de cet article qui explique que les juridictions et services d'enquête sont confrontés à d'importantes difficultés d'identification de personnes qui, dépourvues de titre d'identité, se présentent souvent comme des mineurs non accompagnés, refusent de divulguer leur réelle identité, usent d'identités différentes, parfois au moyen de faux documents, et s'opposent au relevé signalétique. Donc nous avons là un dispositif qui explicitement indique que la cible, ce sont ces mineurs non accompagnés, en tout cas le public visé, au motif de pouvoir les identifier et donc de pouvoir entamer des procédures de justice. Mais il nous semble que, encore une fois, la logique est contraire, que par ailleurs le durcissement des dispositifs en la matière n'ont pas en fait amélioré la situation, qu'il faut avoir une autre logique qui ne fera pas l'économie des difficultés propres à l'enfance délinquante, qu'elle soit étrangère non accompagnée ou qu'elle soit des jeunes mineurs de nationalité française, parce que ce sont des problématiques qui prennent du temps, qui nécessitent un accompagnement, un travail de longue haleine et qui ne peuvent pas se défaire simplement avec ce que nous considérons être en fait des raccourcis qui sont pris dans ce texte. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article 16.